commence en félicitant Mathilde pour avoir trouvé le bon prono, à savoir la défaite du TFC et le but de Vincent Siro. C'est la seule victoire du week-end. Et je voudrais bien savoir qui a écrit la phrase sur. Je vois pas de quoi tu veux parler. Sur la trace. Je sais pas, j'ai pas mes lunettes. Si je les ai, j'arrive pas à lire. Ah, je sais pas. Alors, moi, mon prono était nul, mais j'avais les 2 buteurs toulousains. C'est vrai. Bon, allez, un demi-point pour Clément, même s'il n'y a pas de point. Yes. En tout cas, on félicite le stadium qui était et les gens qui sont rendus au stadium, puisqu'on avait une nouvelle fois 24 000 personnes et plus qui étaient présentes en tribune malgré les restrictions et la fermeture des 3 portes du virage bas. Donc la 6, la 7 et la 8, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc malgré tout, une belle affluence quand même pour le retour au stadium après cette semaine de trêve international. Et ce retour de la Ligue 1 avec le retour aussi du soleil, une journée ensoleillée. Mais malheureusement, ça n'a pas été aussi ensoleillé que ça sur le terrain, même si on a vu du spectacle. Peut-être que nos joueurs sont restés aussi sur le changement d'heure, puisqu'ils se sont mis à jouer en seconde mi-temps et qu'ils ont oublié la première. Ça finit en défaite 4-2, mais c'est pas grave. Je vous donne la compo pour ce match. On avait Guillaume Rest qui était de retour dans les cages après sa blessure. Charlie Cresswell, Marc McKenzie et Djibril Sidibé en défense du classique avec Suazo. Et Rafik Messali au poste de piston, titularisation du Pichoun. Le milieu Caceres Siro qui n'a pas bougé. Yann Bo, Aaron Donum et Joshua King qui lui aussi faisait son retour dans le 11 titulaire, notamment à cause de la suspension de Franck Magri. Sont rentrés en jeu Babika dès la mi-temps, puis Edjouma, Zaitz, Canvo et Kamanzi. Siro a marqué pour le TFC d'une magnifique frappe pied gauche pleine lucarne. Joshua King aussi sur une combinaison sur coup de pied arrêté. Pour Brest, c'est Bourgo qui avait lui aussi nettoyé la lucarne de Guillaume Brest sur une demi-volée exceptionnelle. Pereira Lage qui a pris le dessus sur Cresswell en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, c'est Kamori Doumbia et Camara qui sont venus alourdir la marque. Score final 4-2, messieurs, dames. Quels sont les points que vous avez envie d'aborder sur ce retour de match? Nathan, je me retourne vers toi en premier. Ouais. Comme Guillaume Rest, j'ai pas bougé sur le... Alors, moi j'ai trouvé que c'était plutôt un match agréable à suivre, mais qui confirme le fait que nous sommes quand même un niveau en dessous, comme face à Strasbourg, sans être pour autant catastrophique. Et on y a quand même cru en étant mené 3-0. Oui, je suis d'accord avec toi, on y reviendra. Mathilde? Ouais, dominer n'est pas gagné, quoi. C'était une prestation, je pense, plutôt correcte, mais un manque de réalisme et une défense un peu friable. Et surtout, il y a 2 gros matchs qui attendent ensuite le TEF, donc va falloir vite prendre le bon et travailler sur et corriger ce qui n'a pas trop été, quoi. Vincent? Brest trop tueur, qui ne pardonne aucune erreur. Le vrai souci a été la fébrilité offensive, défensive, pardon. Parce que depuis la télé, j'ai vu un match plutôt agréable. Est-ce que c'est la frustration du public au stadium de voir un match qui ressemble à tant d'autres qui a fait qu'on a ressorti tant de négativité? Et si tu veux, j'ai aussi le point de Camille, si ça t'intéresse. Avec plaisir. Si on est vraiment en roue libre pour la fin de saison, autant tenter des choses pour la saison prochaine, sur les joueurs, parlant notamment de l'entrée de Zaitz. Et il demande à Rémi quel resto il veut. On attend la réponse en live, hein, bien sûr. Clément? Alors je vais peut-être être un peu plus positif. Je trouve qu'on a enfin vu un petit peu de spectacle au stadium. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. On a quand même vu un plutôt beau match avec 2 équipes qui ont eu plus ou moins leur période chacune. Après la défaite, c'est logique, hein, c'est un adversaire qui était quand même un calibre au-dessus, plus réaliste dans les 2 surfaces et surtout de notre côté trop de largesse défensive. Et comme second point, moi j'aimerais bien, quand on reviendra sur les performances individuelles, qu'on ouvre le dossier Guillaume Rest, parce que j'avoue que j'en ai gros. Justement, vous dites à peu près toutes et tous que on fait pas un match si horrible que ça. Est-ce qu'au final, est-ce que c'est nous qui avons manqué d'ingrédients, ou c'est plutôt Vincent, ce que tu disais, Brest qui fait un peu le match parfait et qui saisit de manière un peu clinique toutes les occasions qu'ils ont eues et tous les moyens qu'ils ont eu de nous mettre en difficulté sur chacune de leurs frappes cadrées, on a l'impression, quoi. Ah, mais il faut voir les stats juste avant le but, hein. Je me semble que DAZN en plus le diffuse, mais 1 minute avant. Je crois qu'on est pas loin des 75% de possession de balle. On était en sitting chez eux, ils n'arrivaient pas à en sortir, et en fait ils ont eu une sortie de balle. Après c'est magnifique le but, hein. C'est quand même dur de critiquer ça. L'angle il est fou. C'est un top but, il n'y a rien à dire. 4 sorties de balle, j'ai envie de dire, sur les buts aussi. Oui, totalement. Sur le fait qu'on a quand même une possession, je crois que c'est 53% sur le match, ça s'équilibre un peu à la fin. Mais effectivement, sur chaque contre Brestois, c'était
C'était le feu. C'était le feu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une défense aussi en difficulté, quoi. Mais vraiment, je voudrais louer Brest qui pour moi a basculé dans cette catégorie de grosse écurie de la Ligue 1 dans le sens, t'as pas besoin d'être bon. Juste, tu sais exploiter les failles et voilà, et y aller juste comme il faut. Il n'y a pas beaucoup d'équipes où vraiment, visuellement, tu voyais la différence de vitesse. Et je trouvais la vitesse de Brest hallucinante sur les contres. En fait, la dernière fois que j'ai vu ça au stadium, c'était Paris, tout simplement. Où vraiment, tu ressentais une équipe qui, d'un coup, tout le monde disait tac, on accélère et tout le monde avance en même temps et t'as aucune solution pour y arriver. Et en fait, c'est juste qu'on arrive à la limite. Strasbourg-Brest, c'est au-dessus. C'est des équipes qui jouent vraiment l'Europe et nous, on est le haut de tableau du deuxième tiers du championnat. J'avais une question pour savoir si c'était une maîtrise, une victoire brestoise plutôt chanceuse ou une maîtrise tactique même d'Éric Roy est-ce que c'est une victoire justement d'Éric Roy sur Carles Martinez, étant donné qu'on a quand même une équipe qui a exploité les faiblesses toulousaines avec un bloc assez compact plutôt bas, comme disait Vincent tout à l'heure jusqu'au but. On avait vu quand même une équipe regroupée assez basse et qui ont été bons sur des contres rapides. En fait, est-ce que c'est tout simplement l'approche d'Éric Roy qui a fait déjouer cette équipe toulousaine? Clément, peut-être. Ouais, moi j'aurais plutôt tendance à dire oui. Eric Roy, c'est un coach personnellement que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait du bon boulot à peu près partout où il passe. Et là, je trouve je pense qu'il a regardé pas mal de matchs de Toulouse. Je pense qu'il a dû se rendre compte qu'on est une équipe qui est un petit peu dure à bouger sur des attaques placées. Et du coup, j'imagine que c'est une stratégie qui a été réfléchie de nous attendre et de nous prendre en transition. Ça a marché. Les 4 buts, c'est des ballons très vite remontés, quasi à peu de choses près en tout cas, qui prennent la défense complètement à défaut. Donc je pense qu'en effet, on peut dire que c'est vraiment une victoire tactique d'un coach sur l'autre. Et Martinez Novel, lui, semblait un petit peu plus à court de solutions pour vraiment déstabiliser ce bloc brestois, parce que c'est vrai que jusqu'au but de Sierro, on a eu des situations, mais pas vraiment d'occasion très très franche, à part peut-être une ou deux, mais je me rappelle pas d'un moment où la défense brestoise était en grande difficulté face à nos. En général, il y avait toujours un pied pour contrer ou un geste raté, un avant-dernier geste. C'était plus des situations que des occasions, on va dire. D'ailleurs, il me semble que j'ai vu passer. J'ai pas vérifié, mais quand on était en space hier soir, ce qui se disait, c'est que jusqu'à l'heure de jeu à peu près, tu fais pas de pub ici, hein. Un peu plus loin, matchs, il n'y avait pas de tir cadré côté TFC et que c'est arrivé très tard dans la seconde mi-temps, donc de la possession, des corners, des phases de jeu, des coups de pied arrêtés. Et à l'arrivée, très peu de frappes cadrées au final. Et on en est venu à frapper de loin comme l'a fait Siro. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect tactique là, c'est une manière d'analyser le match, puisque effectivement, quand on regarde les chiffres avancés, on se rend compte que on était dans leur camp. C'est ce que tu dis, Mathilde, dominer n'est pas gagné. Et au final, on a l'impression de se faire cueillir un petit peu à froid, mais de manière logique quand on prend du recul face à une équipe qui était clinique. Ouais, après moi c'est ce que je dis plutôt depuis quelques semaines, c'est-à-dire que pour marquer des buts, pour apporter du danger, il faut aussi du talent. Et on va pas se mentir, à mon sens, c'est ce qui manque un peu à Toulouse, dans le sens où dans les 30 derniers mètres, c'est ce qui est le plus compliqué au foot, c'est de marquer des buts, c'est d'être dangereux, c'est de se créer des occasions concrètes. Et Toulouse, ça en manque un peu cruellement. Et après, pour en revenir sur Brest, il y a aussi les gars, c'est un gamin de 2005 qui vous marque le premier match, première titularisation en Ligue 1. C'est son deuxième match de Ligue 1, je crois. Première titularisation, et le gars, il vous met un but incroyable. Il y a aussi des choses qui font que ça tourne pas forcément dans votre sens. Il y a un moment où 9 fois sur 10, ça part quand même en tribune. Donc, Et Brest derrière, qui a une réussite totale, qui vous plante sur chacune de ses actions et qui arrive à exploiter vraiment les largesses, comme on l'a dit sur le deuxième but, Cresswell en grande difficulté, et derrière en plus t'es pas aidé par tes coéquipiers, t'as une couverture qui est inexistante. Gareth Bale contre le Barça, Marc Bartra, presque. Et Guillaume Rest qui a aucune influence en fait sur la frappe, il propose, il impacte pas la décision de l'attaquant . Comment on explique ces errances défensives alors que jusqu'ici c'était un peu un de nos points forts entre guillemets, on concédait peu, on prenait très peu. Au final, on concède pas tant, mais cette fois, on en prend 4. C'est pas arrivé souvent cette saison. Comment est-ce qu'on explique ce manque défensif sur ce match-là ? Je pense que c'est juste une accumulation, quoi. En fait, chaque match, c'est toujours
peut-être un voire deux qui passent au travers, mais tu en as surtout un ou deux qui surperforment et qui compensent. Là, il n'y en a pas un qui sort réellement du lot au final derrière. Ils ont tous eu une erreur, une passivité ou une absence, quoi. Donc au final, c'est juste qu'en fait, à haut niveau, tu dois être tout le temps bon, en fait. Tu peux pas être moyen. Mais en fait, on en parlait un petit peu avec Nathan tout à l'heure dans la voiture. C'est en fait, s'il faut, tu fais à peu près le même match que contre Angers. Contre Angers, c'est une plus petite équipe, t'es tueur, t'en mets 4. Là, c'est une grosse équipe en face, t'en prends 4 et t'en marques quand même 2. Ouais, et puis être aussi haut face à des équipes aussi qui ont autant de qualité, je pense que ça vous arrive pas souvent. Puis Aussi. vitesse, Tu joues pas aussi haut face normalement au top 6, au top 7, on va dire, de la Ligue 1. Et là, contre Brest, vous arrivez quand même à être bien dans leur camp, à être assez haut, à avoir beaucoup d'espace dans votre dos. Par contre, derrière, c'est des joueurs qui ont de la qualité, donc forcément, tu le payes un peu plus cher. Ils ont pris aussi le dessus au milieu de terrain. On parlait d'un Caceres qui était le métronome de cette équipe aussi et qui savait mettre le pied sur le ballon quand il fallait, faire la petite faute qu'il fallait. On a senti aussi, sans être catastrophique, voilà, comme on l'a rappelé, il n'y en a aucun de cette équipe qui, peut-être, on va revenir après avec Clément, mais il n'y en a aucun qui a plombé l'équipe, je trouve. Vraiment, ils ont pris le dessus dans tous les compartiments du jeu, et tu l'as bien rappelé, Mathilde. C'est au début du match, je me suis dit, avec Clément, je me disais, bon, ça peut le faire, c'est une équipe peut-être de notre calibre. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du match qu'il y avait quand même des joueurs, on va prendre l'exemple de Lesmelou, on peut aimer ou pas Lesmelou. Il a quand même, on peut surtout ne pas l'aimer. Quel joueur. Il a quand il joue pas chez nous, c'est dur de l'aimer. Ouais, il a quand même cette présence, cette présence physique même au milieu. Un Ajorc. Oui, voilà. Et après, le 9, le 9, Ajorc, tous les jours tu dis oui et tu prends. Et puis les ailiers Pereira Lage, Kenny Lala aussi, ça reste très très solide dans la projection offensive. Il y a cette vista, cette intelligence de se projeter, cette rapidité aussi athlétique. Enfin, ils ont quand même des qualités athlétiques supérieures à nous. Donc ça reste quand même malheureusement, quand on prend un peu de recul, ça reste une défaite. Voilà, c'est logique face à une équipe supérieure à nous. Et c'est un peu la lecture le coach avait aussi en conférence de presse quand tu parles des duels. On a vu passer ses propos, c'est ce qu'il a pointé du doigt sur le manque peut-être le manque de grinta, le manque d'envie de se faire passer devant dans les duels, la combativité, cette fameuse fin de saison où on ne sait plus trop ce qu'on a à jouer. Et derrière, tu as une équipe de Brest qui finit avec 5 cartons jaunes en jouant au métier, en étant à l'aise avec l'arbitrage, en essayant toujours de jouer un match de Ligue 1 comme ils savent très bien le faire. Chose où on a l'impression que nos joueurs sont étaient un peu à côté de leurs chaussures en se disant qu'il n'y avait pas grand enjeu à essayer d'aller faire mieux. On a eu ce sursaut, mais derrière... pas si loin au final. Tu as quand même le 3-2 78e, tu as quand même un quart d'heure où on pousse. Oui. On n'a pas l'occasion qui te permet de vibrer, mais tu sens quand même que les joueurs poussaient, quoi. Clément, tu avais voulu réagir ? Oui, mais c'était plus par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait des buts. Moi, les buts qu'on prend me font pas mal penser aux buts qu'on prend à l'aller contre Strasbourg. Vraiment des contres hyper rapides où en 2-3 passes, tu as l'équipe qui est complètement hors de position, qui est vraiment ouverte en deux. Et vraiment, j'ai eu le même sentiment. Et je me dis que c'est aussi la marque de bons coachs, tout simplement, qu'on analysé et qu'on vu que nos faiblesses étaient peut-être là aussi, sur ce jeu en transition, où on a des joueurs qui sont pas forcément très rapides. Cresswell évidemment, le pauvre, avec sa charrette accrochée. On a Sidibé qui, depuis qu'il est revenu, c'est quand même un petit peu compliqué aussi. Là sur ce match quand même, moi je l'aime beaucoup Djibril, mais sur 2 buts, il est quand même très en difficulté. C'est pas le seul, hein, mais voilà. Donc, du coup, tu couples cette belle identification de nos faiblesses avec une petite méforme de nos joueurs défensifs, couplé à un grand réalisme de la part de Brest. Malheureusement pour nous, ça fait 4 dans la musette. Et tu parlais de ce que disait Carles dans ses déclarations. C'est quand même particulier parce que j'ai l'impression que c'est un visage qu'on voit de cette équipe depuis maintenant de nombreuses semaines. Il a surtout pointé du doigt, je pense, la solidité défensive où il y avait peut-être un manque de grinta et d'impact. Voilà. Donc lui, il avait l'air surpris. Est-ce que vous, dans les déclarations, il dit qu'on pensait qu'on était une équipe qui pouvait contrôler. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on a eu des soucis dans les détails, dans les conséquences de ces détails-là. Tu limites mal, excuse-moi. On est passé à ça.
Mais oui, selon vous, est-ce que, parce que là on a l'impression que voilà, Carles alors que nous de notre côté on fait plutôt un bon match, on fait un match plaisant à voir. Est-ce que vous partagez l'avis de notre coach? Carles c'est un compétiteur, donc oui, je pense qu'il veut gagner le match. Il voit que malgré le fait que tu fasses un match plutôt correct avec comme on le dit, une certaine domination, etc., tu passes à côté. Et oui, je pense que la différence, ça se fait aussi sur les duels gagnés, l'agressivité. Et quand on parle d'agressivité, on parle pas que de l'aspect défensif, mais aussi offensif, avec ballon, vouloir faire des courses peut-être plus tranchantes, etc. Et Carles, il fait aussi avec le groupe qu'il a. Et moi, je pense pas qu'il puisse faire beaucoup plus aujourd'hui par rapport aux individualités qui composent l'équipe. Des réactions, Vincent, sur les réseaux? Yes, pas mal de réactions sur le match. Pour Lior, je pense qu'on va y revenir un petit peu après. On constate d'accord qu'avec Rest, nous sommes fébriles. On en parlera un petit peu après. Frotte-toi les mains, Clément. ABCD Goat 31, je m'attendais à ce type de match, mais quand même surpris sur l'entame du TEF qui est encore bien entamé. Il met aussi Rest dans ses flops. Il a souligné aussi ce qu'on disait sur les milieux brestois qui font la différence en citant Camara, Lesmelou et Doumbia. D'autres avis, on a celui de Rémi qui nous dit: Camille me rejoint dans ce que je disais vendredi, préparons la saison prochaine, mettons désormais des joueurs qui seront là pour gagner du temps et de la confiance. Freefly souligne que Brest a été hyper réaliste sur le peu d'occasions obtenues. On a Lucas qui souligne aussi l'attitude des Brestois qui n'a pas été c'était la roublardise, on va dire, mais bon, on peut ne pas apprécier ce que je peux comprendre. C'est des pirates. Oui, clairement. On a bu pire au Stadium cette année. Et pour terminer, on a l'avis de Camille qui nous dit: si on peut Marseille chez eux, je leur pardonne d'être en roue libre. Pereira Lage, ce genre de joueur que j'aimerais qu'on recrute. Et je crois qu'il y avait un dernier avis: à l'image de la saison, on manque de justesse technique dans les 30 mètres. De toute façon, on va pas se mentir, vous prenez le 11 brestois, par rapport au 11 toulousain, vous échangez quel joueur? Pas beaucoup. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout le même système. Donc, c'est difficilement... au-delà de ça, en vrai, je pense que il y en a pas, très peu qui remplacent un brestois. De tête là, ouais, si, non. J'ai vu des réactions de Brestois qui trouvaient que leur défense aussi avait été un peu apathique. Oui, mais malgré ça. Oui, mais sur le papier, on prend notre défense à nous et on prend leur milieu, leur attaque. Hormis ce match-là, on fait une fusion comme en 70 et on va voir ce qui se passe. On fusionne les 4 clubs devant et comme ça on est 7ème. Voilà, parfait. La Ligue, si tu nous entends. Bon, en tout cas, beaucoup de mise en valeur de ces errances défensives-là qui nous ont forcément coûté le match et qui sont aussi révélatrices. On va venir à Guillaume Rest, Clément, puisque tu avais envie d'en parler. Maintenant, il y a quand même, Vincent, tu le disais, et d'autres le disent aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que de lui. Sur ce match-là, il n'y a pas eu de surperformance de quelqu'un qui a pris le lead par rapport aux autres, comme ça peut être le cas de Sidibé en début de saison, de Cresswell sur les dernières semaines, et d'avoir un Mackenzie qui est plus dans une constance rassurante à chaque fois. Là, j'ai l'impression que tout le monde en a pris un peu pour son grade. Et pourtant, il y a 2-3 semaines de ça, à Strasbourg, je ne sais plus quand est-ce que c'était, j'avais de la peine pour Gabriel Suazo, pour nos latéraux qui prenaient vague sur vague contre des ailiers. Là, j'ai pas eu ce sentiment forcément d'être submergé. C'est plus des coups d'assaut comme ça, de temps en temps, des contres qui nous font vraiment mal parce qu'on n'arrive pas à être bon au bon moment. Mais en soi, Charlie Cresswell, il fait pas le pire match de sa saison. Il se trouve au moment où il doit pas se trouver. Il pèse pas sur la rencontre. Et c'est ça le reproche que beaucoup font à Guillaume Rest en ces temps-ci, c'est qu'il ne pèse plus sur les rencontres, sans qu'on puisse forcément le pointer du doigt sur tous les buts qu'on encaisse. Il n'arrive pas non plus à être décisif. Mais je pense que c'est ce que disait le journaliste brestois qu'on a eu vendredi sur le fait qu'eux ils sont plutôt épargnés sur tout ce qui est internationaux. Je pense qu'on a sous-estimé vraiment l'impact de cette trêve par rapport à un match de ce niveau-là. Parce qu'au final, ta défense, tu as quand même avec Cresswell, Mackenzie, Soiseau, tu rajoutes Caceres devant et Donum qui étaient en sélection et qui sont titularisés direct. Ces joueurs-là, en plus, pour le coup, il n'y en a aucun qui a brillé, qui sort du lot, même au contraire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien sur le fait que, pas forcément sur la fatigue physique, mais aussi sur est-ce que mentalement, ils ont pu vraiment revenir et être 100% focus sur ce match-là, aussi tard dans la saison, parce qu'on est quand même en avril au final, fin mars. Oui, on est dans le sprint final, forcément. C'est vrai que c'est une question qui se pose. Je sais pas.
Est-ce qu'il y a des internationaux à Brest moins que chez nous? Oui, il y a moins que chez nous. Ouais. Moins que chez Oui, nous, moins mais que chez bon, nous, c'est des questions qui se posent. Je me dis que pour les équipes qui sont censées être nos concurrents directs, c'est des problèmes qu'ils peuvent rencontrer eux aussi. Et sur lesquels ils traitent peut-être mieux que nous quand on voit les confrontations directes. Clément, je te laisse la parole sur ces errances défensives et sur Guillaume Rest qui est en difficulté. Alors je voulais en parler parce que j'ai l'impression que on a un petit peu un miroir déformant sur certains des joueurs qui sont formés chez nous, et c'est notamment le cas de Guillaume Rest. Alors avant de lui rentrer un petit peu dans l'art, je tiens à dire que quand même, en effet, c'est loin d'être le seul responsable de la défaite, hein. Ça ne se fait pas de mettre toute la défaite sur un seul joueur. L'ensemble de l'axe défensif et même les 5 joueurs défensifs ont vraiment tous été en difficulté. Donc juste, lui, malheureusement, il en a subi aussi les conséquences. Mais pour le coup, je trouve que quand même sur au moins 2 buts, j'estime qu'il pourrait quand même faire mieux. Mathilde, tu l'as dit, le deuxième but notamment. T'as un joueur qui arrive dans un angle hyper fermé. Tu vois que les défenseurs sont loin, sort en fait. T'as juste un truc à faire, c'est boucher ton angle. Et il le fait pas. Et même au moment où le joueur brestois va frapper, il se décale pour ouvrir encore plus le but. Et je comprends pas trop t'avais l'impression qu'il avait accepté l'idée de prendre le but avant même de l'avoir pris. Et je me demande, est-ce qu'on l'a peut-être pas fait revenir un peu tôt aussi de sa blessure. Hogg, on l'a dit, faisait plutôt de bonnes performances. Et je trouve que c'est peut-être un peu mettre en difficulté Rest et pas récompenser un Hogg qui s'en sortait très bien que de le retitulariser d'un coup comme ça. Vraiment, il m'a donné l'impression d'un joueur qui n'était pas prêt à reprendre dans les attitudes, et d'autant plus, je trouve, quand tu vois en face un gardien comme Marco Bizot, qui dégage beaucoup d'assurance, qui sort sur tous les corners, Qui prend son qui temps. prend tous les ballons aériens, qui la joue vraiment à l'expérience, et vraiment c'est le jour et la nuit quoi, quand tu le compares. Alors après voilà, il a plein de circonstances atténuantes, Guillaume Rest, hein. Il est jeune, il revient de blessure, tout ce qu'on veut. Mais on en a beaucoup parlé la saison dernière quand c'était bien. Je trouve qu'il faudrait aussi qu'on en parle cette saison, et tu l'as dit, il ne pèse pas sur les matchs. Et lorsqu'il pèse sur les matchs, c'est de manière généralement, malheureusement, plutôt négative. Il a plus la sainte baraka des poteaux de l'an dernier. Et Ça fait pas rentrante cette fois, c'est Ouais. vrai. Et c'était pas la première en plus de la saison. Mais après, il pèse pas sur les matchs parce qu'il faut pas oublier qu'on fait partie des meilleures défenses aussi du championnat, avec un axe défensif. Allez, on va rajouter les 5 comme tu disais qui Oui, le qui, clean sheet, beaucoup de clean sheet cette saison. beaucoup de clean sheet ouais. parce que ta défense aussi te permet tu sais que tu peux t'appuyer sur une défense solide. Et par contre, de revenir de blessure, effectivement, d'en prendre 4, de pas avoir, j'ai pas souvenir d'un arrêt. Par contre, dans le match. sur le troisième but, il sort un arrêt avant que. Il fait un bel arrêt. Il fait un bel arrêt. C'est juste que ça peut peut-être l'impacter niveau mental. Je pense qu'il a quand même des ressources aussi, mais effectivement reprendre comme ça et sortir un match de la sorte quand t'en prends 4 dans la besace et que tu t'as aucune parade à faire, ça risque de laisser des traces. Mais je pense qu'il a besoin de ça aussi. On en avait parlé en début de saison. Ça reste un jeune gardien. L'an dernier, il nous a prouvé quand même que c'était un gardien d'avenir. Et puis voilà, il y aura des passages à vide. Oui. Ça peut en faire partie aussi. Ce sera la différence aussi entre un bon joueur et un très bon mais joueur. il n'y a pas péril en la demeure. Non, il faut d'être régulier, voilà, confirmé. Oui. Et puis on va répéter cette phrase, mais s'il était aussi bon, il serait peut-être pas chez nous. Oui, Donc non, c'est sûr. on a la chance d'avoir un gardien qui est globalement correct, mais qui a des gros axes de progression. Hein. Il a toujours eu un peu ce côté nonchalant dans son attitude sur le terrain, très minimaliste dans les gestes. Quand il est battu, il C'est est ça. battu. Il a jamais été très expressif. Il a un peu ce côté désinvolte où c'est particulier, mais c'est un peu ce style gardien. Beaucoup de gardiens de la nouvelle génération, c'est vrai que c'est particulier à voir et ça peut poser des questions quand il y a ce genre de but qu'on encaisse où c'est pas une boulette, mais il peut quand même faire mieux. Après, quand t'es battu, est-ce que tu vas plonger pour faire plaisir au photographe? Je sais pas. Je veux dire, Barthez, j'ai le nombre d'images de Barthez qu'on voit, il est bien sur les hanches en train de regarder la balle. Quand c'est que t'es battu, c'est que t'es battu. Il n'y a pas de miracle. Je veux dire, Oui, t'es pas le fameux l'inspecteur gros plan gadget, sur pas là, Mandanda. c'est un gant invisible qui va aller choper la balle. Dans Non, l'anticipation c'est sûr. peut-être, notamment sur le deuxième but, comme Mais- on parlait Clément, où il pourrait peut-être prendre l'information plus vite et Je potentiellement pense qu'il peut sortir. même boucher un peu plus son angle.
peser un peu plus sur la décision de l'attaquant. Je trouve que c'est un peu trop facile. Mais c'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'est pas mental le vrai souci, dans le sens que ce sont des erreurs qu'il ne faisait pas l'an dernier. Là, c'est des erreurs, donc c'est des choses qu'il sait faire quand même, puisque sur sa ligne, il est quand même globalement bon, puisque c'est plus sorti qu'il y a des problèmes. Donc là, le fait qu'il ne bouge pas forcément à l'angle, est-ce que c'est... Mais les sorties, ça a toujours été un problème pour Guillaume Rest, que ce soit dans les pieds ou les sorties aériennes. Et là, pour le coup, il sort pas alors qu'il doit y aller. C'est une question de confiance aussi, les sorties. Si t'es pas sûr de toi, tu restes sur ta ligne. Et c'est une question de confiance, le poste de gardien de but en général. Oui, mais je le sens pas. Je suis pas persuadé que ce soit un cadeau de l'avoir remis là. Je pense que reprendre un petit peu même si c'est un compétiteur. Mais reprendre les sensations du match en étant sur le banc, en faisant l'entraînement et tout, c'est quand même quelque chose. C'est pas anodin, c'est pour ça qu'on met des jeunes gardiens, des fois en second gardien, pour prendre de l'expérience, même s'ils ne jouent pas. Donc ça aurait pu lui faire du bien de faire un match. Une hiérarchie des gardiens, c'est quand même très compliqué à gérer. Mais on sait très bien que d'habitude, il y a quand même un numéro 1 et un gardien qui a fait l'intérim, c'est Shettlehog. Oui. Et le plan, il est que quand Guillaume Rest peut jouer, il joue parce qu'il est numéro 1. Et ça a toujours été comme ça dans la tête du coach, je pense. Ouais, mais d'un côté, il n'y a pas de danger. Excuse-moi, Clément. Du coup, il n'y a pas de danger dans la hiérarchie. Il est numéro 1, il ne va rien se passer. Oui, on ne va pas lui piquer la place. Il fait un match en moins. C'est pas parce qu'il n'a pas fait ce match-là qu'on va remettre en question toute la carrière de Guillaume Rest et lui dire c'est fini, tu joues plus. Non. Si le staff médical il te dit c'est ok, tu es obligé de le mettre. Avant le match, ton numéro 1 est disponible. Non, mais je suis d'accord. Il n'y a quasiment rien à jouer sur la saison. Tu n'as pas de risque à gagner ou à perdre plus que ça. Je comprends la décision en réalité. Plein d'autres postes, on ne le fait pas. Oui, mais le poste de gardien, je suis d'accord, c'est un poste à part, mais de l'autre côté, c'est pas un cadeau. Après, moi, le problème que j'ai, c'est que je trouve qu'en fait, après ce match-là, tu es obligé de te poser la question. Après un match pareil de ton numéro 1, tu es obligé de te poser la question, est-ce que vraiment il faut le laisser titulaire au prochain match? Non, là tu peux pas dire ça parce qu'il n'y a pas que lui. Tu regardes c'est quoi, le 3e ou le 4e où il y a c'est le bazar dans la surface, ils n'arrivent pas à sortir le ballon, etc. C'est le 3e. Mais tu vois que c'est même toute la... quand on parle d'efficacité dans les deux surfaces, c'est ça, c'est un ballon chaud comme ça, si tu n'arrives pas à le sortir, mais c'est pas que Guillaume Rest, c'est l'ensemble. Non, bien sûr, c'est pour ça que j'ai insisté au début de mon point sur le... d'agressivité, de conviction, entre guillemets. Non. Là, je serais d'accord avec toi si vraiment le match, tu le perds sur une boulette de Guillaume Rest, mais là, c'est pas le cas, c'est un ensemble. Ne battez pas, messieurs. En fait, on parlait aussi d'attitude tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé, en tout cas sur l'intérim, que dans ce que dégageait Shettlehog, il y avait quand même beaucoup plus de sérénité. Je trouve qu'il transmettait quelque chose à ses défenseurs que Guillaume Rest, cette saison, ne transmet pas du tout. Beaucoup plus qu'à son premier passage au TFC, en tout cas. Ouais. J'ai pas l'impression que Rest rassure ses partenaires. Et c'est un cercle vicieux, entre guillemets. Les deux s'alimentent, en fait. La fébrilité des défenseurs joue sur Rest, et sa fébrilité à lui joue sur les défenseurs. Et je dis pas qu'il faut le sortir au prochain match, c'est pas ça que je dis, mais je trouve en précipitant son retour de la sorte et en sortant le match qu'il a sorti, je pense que dans la tête du coach, tu es obligé de au moins te poser la question. Alors j'avais pas ressenti autant de haine depuis les 3 minutes le journal déprêté sur Amouly. Mais non, c'est pas de la haine, je l'ai dit, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Non, mais t'as raison, il faut en parler puisque ça a des incidences sur nos résultats, sur nos performances actuelles. Donc on l'a fait en première partie de saison quand c'était aussi compliqué. Aucune raison de pas le faire maintenant aussi si c'est compliqué sur ce match-là. Après, je t'en prie. Mais tu peux pas le sortir. Si tu le sors, tu le fragilises. En termes de management, c'est pas possible. Je suis d'accord avec ça. Puis il est revenu, donc c'est fini de toute façon. Oui, voilà. Puis la saison est quasi terminée, donc oui, t'as aucune. T'as plus à perdre. T'as rien à perdre de continuer à le faire jouer. Tant mieux pour la confiance aussi. Après, personne ne dit que c'est mauvais gardien. Je veux dire, avant de s'enflammer, parce qu'on s'enflamme sur la pitchounite aussi, mais dans l'autre sens, ne pas dézinguer un type qui a été exceptionnel l'an dernier, qui bat beaucoup de records de précocité, quand c'est depuis des années que c'est un super gardien. Il n'a que 19 ans, faut pas il a que 19 ans, il y a toute l'Europe qui le regarde, donc on n'est pas non plus dans un nombrilisme où on dit regardez, il est formidable, il n'y a que nous qui le trouvons formidable. Non, c'est un super gardien. Comme tout joueur, il peut avoir des hauts et des bas, c'est un poste compliqué. On en a parlé maintes et maintes fois, il a passé des JO, il y en a après JO pas terrible, il a enchaîné 2 ans quasiment d'affilée au final, non-stop, alors qu'avant il jouait à N3. C'est beaucoup de changements dans sa vie. C'est pas facile à gérer, c'est un poste à responsabilité, tu peux pas te cacher comme tu peux être quand t'es défenseur ou quoi. C'est jouer avec des défenseurs nouveaux aussi. Tous les gens qui avaient devant lui sont partis, ont quitté le club, il a fallu se... Et on a un regard global, s'il faut, quand on regarde sous un angle data chaque élément, s'il faut,
depuis l'an dernier, il s'est amélioré dans plein de trucs qu'on ne voit pas à l'œil parce qu'il a moins la réussite, parce qu'il y a des matchs où pour le coup il est moins décisif et que voilà, le ratio n'est pas bon. Peut-être qu'avant il y avait 15 occasions, donc il y avait cet arrêt, peut-être que maintenant il y a 4 occasions, il prend 2 buts. Ouais, Donc aux yeux ça fait pas terrible. Puis même, moi je me dis là, c'est quoi? Vous jouez Marseille-Lille de mémoire, si je dis pas de bêtises, dans les 2 matchs qui suivent. Il devrait être pas mal sollicité. Pour moi, c'est une chance pour lui d'avoir 2 matchs comme ça où il peut se montrer et où il peut être décisif. J'en profite pour enchaîner, Vincent, tu as parlé de Pichonnet forcément. Un mot sur le coaching, puisque on a vu Carles essayer de tenter des choses. Il y a Babika qui rentre dès la mi-temps pour essayer de réagir quand on est mené 2-0. On a vu derrière Zaitz rentrer, Canvo et Kamandzi en fin de match, et Djouma aussi. Il y a plusieurs voix qui se font entendre comme quoi on aimerait bien voir un peu plus nos jeunes sur cette fin de saison. Notamment Noël Djouma qui est pointé du doigt puisqu'il fait une rentrée qui est, je pense, surprendre personne en disant qu'elle est meilleure que celle de Babika qui a joué 45 minutes. Et c'est un peu le cri du cœur qui est sorti sur les différents lieux de regroupement des supporters. Donc j'aimerais votre avis sur ça. Est-ce que vous comprenez les choix du coach sur ce match-là en tenant compte du fait qu'il a fait avec ce qu'il avait et de l'incidence que ça a eu sur la fin de la rencontre, puisqu'on a eu quand même ce petit sursaut et qu'on y a cru alors qu'on était quand même mené 3-0, comme le disait Nathan dans ses points. Est-ce qu'il a autre chose à faire? Sincèrement, je pense que tactiquement, il a été il a fait ce qu'il aurait dû faire. C'est les joueurs qui n'ont pas répondu. Parce que l'entrée de Babika à la mi-temps n'est pas du tout illogique. Tu te sers du fait que tu puisses redescendre Donou en plus, donc tu te dis que tu vas apporter autre chose. Djouma il rentre assez tôt, non après 70, ouais. Voilà, donc 70e. c'est quand même assez tôt au final. Plus que d'habitude, j'ai l'impression. Oui, un peu plus. Ouais. C'est assez logique. Même Zayt, t'es un peu obligé de le faire rentrer si tu veux un petit peu avoir un milieu plus offensif. Tu peux mettre qui sur le banc? T'as Saka, il est trop tendre. Et après, Saka et Canvo, c'est pas le même. Canvo, c'est encore plus défensif. Il n'y a pas d'intérêt. Puis si t'es un joueur de tête exceptionnel, pourquoi pas pour faire poser la défense? Mais Canvo, il est pas plus que ça. Moi, c'est plus dans cette logique qu'expliquait notamment Camille et Rémy qui sont pas là, de préparer la saison prochaine. Zayt, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là la saison prochaine? J'ai des gros doutes. Babika, la même chose. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé voir quelque chose de différent et laisser de la place à des joueurs qui peuvent progresser, qui peuvent encore acquérir des choses et qui auraient pu montrer des choses un peu plus que sur les miettes qu'ils ont eues sur ce match-là? Pas pour le coach, parce que le coach, lui, son objectif c'était de battre Brest et de récupérer cette place-là, parce qu'on parle des joueurs qui, eux, peut-être ne jouent pas à fond parce que la saison est finie, mais pour le coach, je pense que sincèrement, il pensait que c'était pas fini, donc il veut mettre son meilleur 11 et qu'il s'en fiche qu'il soit formé à Toulouse ou à Dunkerque, ils veulent juste qu'il joue, quoi. Clairement, je te rejoins Merci, complètement. Pour moi, c'est la semaine, il les observe, il les voit. Les gars aussi, la place, ça se gagne la semaine à l'entraînement. Et voilà, le coach, lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir les 3 points à la fin du match. Et il met son 11, il fait les choix qu'il pense être les meilleurs pour cet objectif. Et si les gars, ils sont pas titulaires ou s'ils ont un temps de jeu un peu plus réduit, c'est qu'il y a une logique aussi. Il fait pas ça pour les faire chier. J'ai l'impression que le débat s'articule plus entre Babika et Djouma. Et je pense que dans la tête de Carles aussi, il y a une hiérarchie. Je pense que Babika est peut-être. On avait le débat de savoir si un impact player, un super sub en fin de match, et Djouma aurait le dessus sur Babika. Il nous a montré que dans sa tête, il avait toujours. Forcément sur le match, ça n'a pas sauté aux yeux. C'était pas forcément la meilleure entrée de Babika, mais voilà, il y a une hiérarchie et je pense que Carles est fidèle à ses convictions. Après, comme vous le dites, il a eu un petit peu plus de temps de jeu. Oui. Si j'entends, voilà, tu le gagnes comme ça aussi. Tu fais 20-25 minutes de bonne facture. Pourquoi pas? Ce sera peut-être 30-35 le prochain match. Tu sais pas. Ouais, je pense même que là, vu l'entrée qu'il a fait Babika et celle de Djouma, je pense qu'il peut-être même passé devant dans l'esprit. C'est peut-être la dernière fois où. On peut prendre l'exemple de Rafik Messali qui était titulaire. Oui. Qui était titulaire dimanche et qui a pu se montrer, essayer de prendre un peu plus l'intérieur comme il aime le faire, etc. Mais qui a démarré titulaire, ce qui n'aurait pas été le cas il y a quelques mois de ça et qui rentrait même pas dans les calculs du coach. Donc à voir sur quoi ça peut déboucher pour les quelques matchs qui va rester pour Djouma, pour Canvo, pour tous les autres qui ont retrouvé une place sur le banc alors qu'ils avaient eu leur chance de montrer ce qui valait il y a quelques semaines. Il y a un commentaire, Sacha, je sais pas si tu l'as vu. Il y a un commentaire de Camille qui nous dit que Babika c'est une pipe. Il faudrait le faire avec la voix de Fred, s'il te plaît. Donc il va bien, vous inquiétez pas. Babika c'est une pipe. Voilà, merci. Voilà. Un mot rapide pour finir sur les tops, les flops. Est-ce que on a parlé forcément de toute la défense, on a parlé de Guillaume Rest. Est-ce que peut-être il y a un joueur sur lequel on peut dire un peu plus de positif, quelqu'un qui est ressorti du lot, même si c'est peut-être pas évident sur un match comme ça? Siro.
Siro, ouais. Et puis son but aussi. Très beau but, ouais. En fait, il fait un match quelconque comme le reste de l'équipe, mais rien que pour le but, il mérite d'être valorisé. Je trouve qu'on l'a vu quand même. Moi, je suis pas d'accord sur le quelconque, notamment je trouve qu'en première mi-temps, c'était un petit peu un des seuls qui essayait de mettre un peu d'intensité, un peu de révolte quelque part. C'était un des seuls à aller claquer quelques tacles au milieu. Je me rappelle notamment de 2-3 récupérations hautes très intéressantes qu'il a pu faire. Alors après, bon, c'est l'image de l'équipe, il n'a pas fait le match du siècle, mais parmi nos joueurs, je suis pas loin de penser que c'est lui qui a fait le meilleur match. En tout cas, sur ce côté envie, agressivité, comme on parlait tout à l'heure, je l'ai rarement vu être autant impliqué dans les décisions arbitrales. On l'a vu beaucoup se rapprocher de l'arbitre, essayer de contester, essayer de remotiver ses partenaires. C'était peut-être une posture ou son rôle de capitaine qui y oblige, mais en tout cas, j'ai vu une attitude que j'avais du mal à voir chez lui sur les matchs précédents, sur cette fois-là en tout cas. Et puis ce rassemblement avec la Suisse lui a fait du bien, je pense, puisqu'il avait marqué aussi. Et ça prouve un joueur de confiance. 10e but en Ligue 1 d'ailleurs pour Vincent Siro avec le TFC. Et quel but? On a Beau qui est cité aussi par Camille. Beau, il dit qu'il fait son match. Il n'a pas dit que c'est un top, mais qu'il sort un peu de manière générale, on a eu du mal à trouver nos offensifs, mais ouais. Siro en top, ça me semble pas déconnant. On a parlé de la défense. Est-ce que vous avez un dernier mot rapide où on peut clôturer cette émission, messieurs, dames? Si, un top quand même aux Indians pour quand même leur activité malgré toutes les bâtons à l'héros qu'ils ont eu, pour toute leur banderole. On pense du coup aussi à Adrien avec ce très beau tifo, à toute la famille Indians touchée. Et encore une fois, un grand merci pour le tifo de soutien à Camille qui est sûrement la classe, quoi. C'est vrai, ça a fait très plaisir à tout le monde et on a vécu un beau match en tribune.